Ma fille a fait 5 heures de vol pour l'anniversaire de mes parents. À la porte, ils lui ont dit, tu ne fais pas partie de la famille. Nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille, a dit ma mère à ma fille, après qu'elle a fait 5 heures de vol, pour assister à leur anniversaire de mariage. Ils ne l'ont même pas laissé entrer. Je n'ai pas hurlé. J'ai fait ceci. 30 minutes plus tard, il hurlait de panique. Rembobinons un peu. Pas très loin, juste au moment où je me tenais sous une arche décorative, faite de fausses hortensias, balayant l'allée du regard pour la 6e fois en 10 minutes, et essayant de faire semblant d'être détendu. Mon mari tenait 2 gobelets en carton, à moitié vides, remplis d'un punch tiède. Il se disputait à voix basse avec notre cadette, pour savoir si elle pouvait enlever ses chaussures. Mon fils, lui, adoptait cette posture typique des préados, adossé à une chaise pliante, faisant semblant de ne pas être avec nous. Et moi? Je regardais l'heure, encore une fois. Elle joue avec le feu, ai-je murmuré. Son avion a pu être retardé, a suggéré Graham, en sirotant la boisson la moins festive de la terre. J'ai hoché la tête, mais mon estomac faisait déjà ce truc bizarre, où on a l'impression qu'il devient à la fois plus léger et plus lourd. Evelyne était tellement excitée. Elle avait choisi sa robe 3 semaines à l'avance, et l'avait fait nettoyer au pressing, ce qui, pour une étudiante, est une véritable preuve d'amour. Elle avait même glissé un petit sac cadeau dans son bagage cabine, un cadre photo qu'elle avait gravé elle-même. Elle était censée atterrir juste avant midi. La cérémonie était à 14 heures. Elle avait juré de prendre un Uber, directement depuis l'aéroport. Je serai là, maman, m'avait-elle dit. C'est leur grand jour. Oui, leur grand jour. À 14h11, je transpirais à grosses gouttes dans ma robe sans manches, et je vérifiais mon téléphone toutes les 20 secondes. Pas de SMS, pas d'appel en absence, pas d'Evelyne. J'ai trouvé ma mère près du patio arrière. Elle réarrangeait des bougies, comme si elle réalisait un film, au lieu d'organiser un renouvellement de vœux. Ses cheveux étaient relevés, d'une manière qui me rappelait toujours les vieux feuilletons télévisés. Mon père était à côté d'elle, tenant un porte-bloc, comme si quelqu'un risquait de voler les vœux pour les réécrire. Et, ai-je dit, en forçant un sourire. Je sais qu'il est tard, mais on peut attendre encore quelques minutes? Evelyne n'est pas encore là. Elle doit être tout près. Ma mère s'est tournée vers moi, aussi calme qu'une bibliothécaire. Oh, elle était là. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle est arrivée en avance, a-t-elle répondu, essuyant une tache invisible sur la nappe. Un peu avant midi, je crois. J'ai ri. Parce que faire d'autre quand le monde commence à basculer? Alors, où est-elle? Elle est dans la maison. Mon père est intervenu, comme s'il attendait son tour. Nous lui avons dit qu'il n'était pas approprié pour elle d'être ici, aujourd'hui. Les mots n'avaient aucun sens. Pardon. Quoi? Elle ne fait pas vraiment partie de la famille, a déclaré ma mère, lissant la nappe comme si cela arrangeait les choses. Pas de la même manière. Je l'ai fixée, attendant un sourire en coin. Un clin d'œil. L'inévitable, détends-toi, je plaisante. Mais cette partie n'est jamais arrivée. De quoi parlez-vous, bon sang? Ma voix est sortie toute faible, éraillée sur les bords. Elle a compris, a repris mon père, croisant les bras, comme pour clore le sujet. Elle n'a pas fait de scène. Elle a été très polie. Polie. Évidemment qu'elle l'avait été. Evelyne avait toujours été trop polie pour son propre bien. Trop posée. Trop déterminée à ne mettre personne mal à l'aise, même en se faisant détruire de l'intérieur. Je ne sentais même plus mes jambes. Vous l'avez renvoyée, ai-je dit lentement. Elle a fait 5 heures de vol. Elle a payé son billet elle-même. Elle a raté l'anniversaire de sa colocataire pour ça. Et vous? Ce n'était pas méchant, a répondu ma mère. Nous voulions juste faire simple. Intime. Il y avait 87 personnes sur la liste des invités. Mais bien sûr. Intime. Graham s'est approché derrière moi, sentant que quelque chose clochait. Je me suis tourné vers lui, puis vers mes enfants, et de nouveau vers mes parents. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais quelque chose s'est rompu en moi, comme le fil le plus fin qui finit par céder. On s'en va, ai-je annoncé. Quoi? Les yeux de ma mère se sont écarquillés.
Moira, ne sois pas dramatique. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement baissé, et j'ai dit aux enfants de prendre leurs affaires. Graham a tout de suite compris. Il a jeté son punch, a pris les sacs, et a hoché la tête. Nous sommes partis, en silence. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air ressemblait à une punition. Chaud. Collant. Impitoyable. Mes mains tremblaient, pendant que j'essayais de rappeler Evelyne. Directement sur messagerie. J'ai essayé les SMS. Rien. Puis, je suis resté planté près de la voiture, serrant mon téléphone, comme s'il allait me donner une explication. Graham a ouvert la portière passager pour les enfants, puis est venu se placer à mes côtés. Elle va appeler, a-t-il dit. Elle n'a pas eu besoin de le faire, car 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message. Juste une question simple, tu es libre, là? Je l'ai rappelé immédiatement. Elle a décroché après 2 sonneries. Et, ai-je dit, la voix étranglée. Où es-tu? Je vais bien, a-t-elle répondu. Mais sa voix disait le contraire. Elle était toute petite. Brisée. Je ne voulais rien gâcher. Tu n'as rien gâché, ai-je affirmé. Ce sont eux. Ils ont dit. Ils ont décidé que je ne faisais plus partie de la famille. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était lourd de sens. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle ajouté. Pas pendant la cérémonie. Je me suis dit. Que tu méritais d'en profiter. J'ai dégluti. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Où es-tu? Dans un café, un peu plus loin. Je ne savais pas trop où aller d'autre. On arrive. Graham avait déjà démarré la voiture. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. Mais j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert un répertoire. J'ai passé un appel. Et, 30 minutes plus tard, mes parents hurlaient de panique. Un peu brusque. Vieille école. Le genre de personne qui oublie un anniversaire, puis vous tend un billet de 20 € en disant « Bon, maintenant, tu peux t'acheter un truc qui te plaît vraiment. » Mais il n'était pas cruel. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que j'entende ma fille répéter les mots qu'on m'avait dit, une demi-vie plus tôt. Ils m'ont dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Et, d'un seul coup, tout a pris sens. En grandissant, j'étais l'enfant du milieu. Vous connaissez le rôle. Assez grande pour être blâmée, pas assez pour être respectée. Trop jeune pour avoir des responsabilités, mais trop vieille pour être mignonne. Mon frère aîné, Colin, était celui qui réussissait tout. Ma petite sœur, Ruth, était le bébé. J'étais l'enfant de remplissage, le mécanisme d'espacement, celle qui comblait le vide sur les photos de famille, sans vraiment apporter grand-chose à la composition. Ce n'était pas flagrant au début, juste des petits détails. Aux anniversaires, Ruth recevait des cartes faites main, avec des paillettes. Colin avait droit à un gâteau sur mesure, avec le logo de son équipe de foot préférée. Moi, j'ai eu une fois un gâteau industriel, acheté au supermarché, avec le mauvais prénom dessus. Et quand je l'ai fait remarquer? Oh, Moira, ce n'est qu'un gâteau. Arrête de faire des histoires. C'était une phrase que j'allais apprendre à bien connaître. Mais ce n'était pas juste un gâteau. Ce n'était jamais juste quelque chose. J'avais peut-être 12 ou 13 ans quand c'est arrivé, la première fois qu'ils l'ont dit. Je m'étais fait une nouvelle amie, Maya. Elle parlait fort, mettait du vernis noir, et disait vouloir devenir tatoueuse. Mes parents la détestaient, et ils détestaient encore plus ses parents. On ne sait pas quel genre de famille c'est, avait marmonné ma mère, comme s'il cachait des armes de destruction massive, au lieu d'élever une ado qui aimait l'eyeliner. J'ai continué à traîner avec elle, malgré tout. Un samedi, je me suis réveillé dans une maison vide. J'ai pensé qu'ils étaient partis faire les courses. Spoiler, pas du tout. Ils étaient allés au parc d'attractions, celui qu'on prévoyait de visiter depuis des semaines. Je n'étais pas invité. Quand j'ai demandé pourquoi, plus tard, en pleurs, après que Ruth a vendu la mèche par accident, ma mère a ri et a dit « On a juste eu l'impression que tu ne faisais pas vraiment partie de la famille, aujourd'hui. » Et tout le monde a ri. Même Ruth. Même Colin. Parce que ce n'était qu'une blague. Quelques heures plus tard, alors que j'étais assise à table,
les yeux gonflés, devant une assiette de vieux hot-dog, je lui ai demandé si elle le pensait vraiment. Oh, Moira, bien sûr que non, a-t-elle répondu. Mais franchement, si tu comptes faire un drame pour une petite blague, il est peut-être temps de revoir ton comportement. Elle m'a dit que je m'étais rendu ridicule, que je devrais réfléchir à ce que je leur faisais ressentir. Alors, je me suis excusé. Et pendant des années, j'ai cru que j'avais réagi de manière excessive. J'ai cru que je le méritais. Avance rapide. J'ai rencontré mon premier mari quand j'avais 22 ans. Il s'appelait Aaron. Il avait grandi dans des familles d'accueil, ballotté de droite à gauche. Mais il était stable, gentil. Le genre d'homme qui réparait votre chaise cassée, avant même que vous ne le demandiez, et qui savait cuisiner de vrais repas, sans utiliser de boîte de conserve. Mes parents le détestaient. Où est sa famille, avait demandé mon père, lors du premier dîner où j'avais ramené Aaron à la maison. Il n'en a pas, ai-je répondu. Ma mère a penché la tête, comme un oiseau curieux. C'est tellement triste. Triste, pour eux, voulait dire suspect. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais il était clair qu'ils estimaient qu'il n'était pas à sa place. Il n'était pas de notre monde. Il parlait doucement, travaillait de ses mains, et n'avait pas de diplôme d'une école prestigieuse. Ce qu'il avait, c'était du cœur, ce qui n'était apparemment pas suffisant. Quand nous nous sommes mariés, ma mère m'a dit, promets-moi juste une chose. Tu ne vas pas exiger de nous que l'on fasse semblant de trouver ça bien. Je n'ai rien répondu. Principalement parce que je ne savais pas comment répondre, sans renverser la table. Ils sont venus au mariage, mais avec l'enthousiasme de gens assistant à un enterrement. Quand Evelyne est née, tout s'est adouci. Pour moi, en tout cas. Pour eux? Pas vraiment. Elle ressemblait à Aaron. De grands yeux bruns, des sourcils expressifs, une curiosité silencieuse. Bébé, elle pleurait peu, ne réclamait rien. Elle observait, tout simplement. Réfléchie, depuis le premier jour. Mes parents l'ont gardée à distance. Ils ne le disaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Un Noël, ils ont apporté des boules de sapin personnalisées, pour tous leurs petits-enfants. Celle d'Evelyne était générique, achetée telle quelle, avec le mot joie écrit en lettres majuscules. Pas son prénom. Juste joie. Ma mère a osé dire, eh bien, nous ne savions pas trop ce qui lui plaisait. Elle avait 4 ans. Ce qui lui plaisait, c'étaient les autocollants, et les croque-monsieur. Mais passons. J'ai essayé de leur en parler, une fois. Ma mère m'a dit d'arrêter de chercher la petite bête. Mon père m'a accusé de toujours vouloir trouver des problèmes. Finalement, j'ai arrêté de poser des questions. Des années plus tard, Aaron et moi avons divorcé. Rien de dramatique. Nous avions juste changé. Il a déménagé dans une autre ville, mais rend toujours visite à Evelyne régulièrement. Nous sommes de bons coparents, bien meilleurs que certains couples mariés que je connais. Mes parents? On aurait dit qu'ils avaient gagné une guerre. Enfin, avait soupiré ma mère, en sirotant son thé, je suppose que nous faisons tous des erreurs. Mais tu en as vraiment tiré une leçon. Puis, j'ai rencontré Graham. Mon mari actuel. Stable, drôle, issu de la classe moyenne et de la bonne ville. Il a fait des études, porte des polos au premier degré. Mes parents l'ont adoré, au premier regard. Nous sommes tellement fiers de toi, m'a dit mon père, un soir au dîner. Tu as vraiment repris ta vie en main. J'ai failli recracher mon verre. Repris ma vie en main? Comme si Evelyne était le fruit d'un égarement, d'un chemin que je n'aurais jamais dû prendre? C'est devenu plus clair, avec le temps. Les demi-frères et sœurs d'Evelyne recevaient de la véritable attention, de vrais cadeaux, une chaleur sincère. Elle avait droit à des sourires polis, et des invitations de dernière minute. Parfois, je la surprenais à le remarquer, mais elle ne disait jamais rien. Elle pliait soigneusement ses émotions, et les rangeait sur une étagère, quelque part dans sa tête. Ruth, ma sœur, a commencé à changer lorsqu'elle a eu ses propres enfants. Elle a commencé à remarquer des choses. La façon dont nos parents s'appuyaient toujours sur moi, tout en me rabaissant constamment. Elle s'est excusée. Doucement. Elle s'est mise à m'appeler plus souvent. À m'inviter à des événements. À me proposer de garder les enfants, sans attendre que je le demande. La façon dont il te traitait quand on était petite? Je le vois, maintenant.
Nous n'en parlions pas sans arrêt, mais je savais qu'elle avait ouvert les yeux. Et ça comptait. Colin, en revanche, restait l'enfant prodige. Il travaillait dans la finance, avait épousé une femme qui s'était décrite elle-même comme classe dans ses vœux de mariage, et il prenait toujours le parti de nos parents. Ils sont vieux, avait-il dit, un jour. Laisse-les être comme ils sont. C'est ça. Et la prochaine fois, je laisserai un raton laveur vivre dans ma voiture, sous prétexte qu'il fait froid dehors. Quand mes parents ont annoncé qu'ils renouvelaient leurs vœux pour leur anniversaire, ils ont demandé à leurs 3 enfants de participer. À parts égales. J'ai payé ma part, j'ai envoyé des photos pour le diaporama. J'ai aidé pour la playlist. Evelyne était incluse dans l'email de groupe. Elle était ravie. Je m'étais laissé croire que ce serait peut-être différent, cette fois. Ils avaient vieilli. Peut-être étaient-ils plus doux. Peut-être étaient-ils prêts à faire la différence, entre éduquer et punir. Peut-être allaient-ils traiter tous leurs petits-enfants de la même manière. Peut-être. Et puis, ils l'ont jetée à la porte. Quand j'ai appelé Ruth depuis la voiture, elle semblait essoufflée. Attends, elle était là. Ils m'ont dit qu'elle n'avait pas pu venir. Ils ont menti, ai-je répondu. Ruth est restée silencieuse une seconde. Puis, Moira, c'est répugnant. Ils lui ont dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Elle me l'a répété, mot pour mot. Ruth a expiré lentement. Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je rétorqué. J'avais juste besoin que tu le saches. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était grave. Laisse-moi parler à James. On va faire quelque chose. J'ai raccroché, et j'ai regardé à travers le pare-brise. Parce que c'est là que j'ai pris conscience de la situation. Ce n'était pas une nouvelle trahison. C'était une rediffusion. Et cette fois, je n'étais pas celle qui allait s'excuser. Je n'ai pas dit un mot de tout le trajet en voiture. Graham non plus. Notre fils était assis silencieusement à l'arrière, regardant une vidéo sur sa tablette, avec le son trop bas pour être entendu. C'était glaçant. Ce silence. Comme le calme après l'effondrement d'un immeuble. Vous n'êtes pas sûr de ce qui vient de se passer, mais vous savez que plus rien ne sera pareil. J'avais quitté l'anniversaire de mariage de mes parents. Correction, nous l'avions quitté. En famille. Devant 80 personnes. À quelques anciens collègues et ex-voisins près. Nous nous étions levés, avions rassemblé nos affaires, et étions partis sans nous retourner. Je n'arrêtais pas de me poser la même question, que ai-je fait? Et la réponse ne cessait de changer. D'abord, tu as abandonné tes parents le jour de leur fête. Puis, non, tu as fait passer un message. Et encore, quel genre de fille fait ça? Et enfin, une fille qui a, elle-même, une fille à protéger. Quand nous sommes arrivés au café, Evelyne était assise près de la fenêtre. Ses mains enlaçaient une tasse, dont le contenu avait probablement refroidi. Elle a levé les yeux, a cligné des paupières, et s'est levée lentement, comme si elle n'était pas certaine que nous étions réels. Ses yeux étaient rouges, mais secs. « Salut », a-t-elle dit, comme si elle ne venait pas d'être chassée de la vie de ses grands-parents. Je l'ai serrée dans mes bras, avant de pouvoir m'en empêcher. Et pas le genre de câlin poli, non. Je l'ai écrasée contre moi, et elle ne s'est pas reculée. Nous avons commandé des frites. Quelques verres. Personne n'a mangé. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés assis ainsi, avant que mon téléphone ne vibre. Je n'ai même pas regardé l'écran. Je savais, tout simplement. C'est qui? A demandé Graham, doucement. Mon frère, ai-je répondu. C'est parti. J'ai décroché. C'est quoi ce bordel, Moira? Salut, Colin. Tu es parti? À l'anniversaire de papa et maman? Tu as complètement perdu la tête? Evelyne s'est fait recaler à la porte. Elle dramatise. Tu sais comment elle est? Non, Colin. Je sais comment ils sont. Il a soufflé si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. C'est de la folie. Tu es en train de détruire des décennies de traditions familiales, pour un simple malentendu. Elle a fait 5 heures d'avion. Ils lui ont dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Colin a continué, sans m'écouter. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à maman? À papa?
Ils sont dévastés. Il pleurait. Tant mieux. Cela l'a réduit au silence. Puis, tu es folle. Tu cherches à détruire cette famille. Colin, ai-je dit calmement. Si une seule personne suffit à gâcher leur grand jour, c'est que ce n'était pas un grand jour. C'était une représentation théâtrale. Je lui ai raccroché au nez, au milieu d'une phrase. Ma main tremblait. Evelyne s'est penchée vers moi, et a posé doucement ses doigts sur les miens. Juste un contact léger. Je l'ai regardée. Elle n'a rien dit. Vibration. Cette fois, c'était maman. Graham a tendu la main vers mon téléphone. Ne réponds pas, a-t-il dit doucement. Il le faut. J'ai décroché. Je ne sais pas à quoi tu joues, a sifflé ma mère. Mais tu es en train de nous humilier, devant tous les gens que nous connaissons. Tu aurais peut-être dû y penser, avant de claquer la porte au nez de ta petite fille. Nous n'avons pas claqué la porte. Ne sois pas dramatique. C'est ça, ai-je répondu. Tu lui as juste dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille, et tu l'as regardée s'éloigner. Il y a eu un silence. Puis, la tentative de culpabilisation a commencé. Tu as fait passer ton message. Maintenant, reviens. Non. Moira, ne fais pas ça. C'est l'anniversaire de tes parents. Les gens posent des questions. Je n'en doute pas, sa voix s'est durcie. Tu nous humilies. Tu l'as déjà dit. Ruth part, elle aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai raccroché. 2 minutes plus tard, un SMS de Ruth est apparu, on s'en va aussi. J'ai montré l'écran à Graham. Il a haussé les sourcils. Evelyne s'est penchée pour lire. Je n'étais pas la seule, ai-je murmuré. Nous n'étions pas les seuls. Et c'est là que j'ai vraiment pris la mesure de la situation. Pas seulement de ce que nous avions fait, mais de ce que cela signifiait. Nous n'étions pas restés silencieux. Nous n'avions pas ravalé notre fierté. Nous étions partis. Nous nous étions levés, en public, pour signifier que ce n'était pas normal. Plus maintenant. 10 minutes plus tard, Ruth et son mari sont arrivés au café, avec leurs enfants. Ils avaient la même expression que nous, sous le choc, fatigués, un peu déboussolés. Nous avons collé 2 tables ensemble. Personne ne parlait beaucoup. La serveuse nous a regardés comme si nous venions de nous faire expulser d'un enterrement, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. J'ai regardé Evelyne tendre une serviette à son petit cousin, pour essuyer du ketchup sur son menton. Calme. Présente. Le genre de grande sœur que je n'avais jamais eu l'occasion d'être. Elle gère ça beaucoup mieux que je ne l'ai jamais fait, ai-je marmonné. Ruth a haussé un sourcil. Mieux que moi, aussi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de ma cousine Marla, qui était toujours sur place. C'est un désastre. Puis, Colin a essayé de lancer le diaporama, mais l'écran a planté. Des gens partent. Ta mère vient juste de dire au micro, pendant les amuse-bouches, que c'était un simple malentendu. J'ai tendu le téléphone à Ruth. Elle a lu, et a pouffé de rire dans son thé. Nous nous sommes adossés à nos chaises, immobiles et silencieuses, alors que le reste du monde s'agitait dans les retombées de notre rébellion. J'attends toujours que quelqu'un répare les pots cassés, a dit Ruth, doucement. Je l'ai regardé. D'habitude, c'est nous qui réparons tout. Elle a acquiescé. Et on ne l'a pas fait, cette fois. Je me suis penché en arrière, observant par la fenêtre. Une brise faisait frissonner le bord du auvent du café. Un couple est passé devant nous en se tenant la main, riant d'une blague privée et insignifiante. Nous n'avons pas gâché leur grand jour, ai-je dit, presque pour moi-même. Ils l'ont fait tout seuls. J'ai reçu de nouvelles informations, plus tard dans la soirée. Ils avaient quand même procédé au renouvellement de vœux. Certaines personnes étaient restées, principalement celles qui étaient trop polies pour partir, ou trop attachées à l'open bar. Les premiers rangs étaient à moitié vides. Quand ils se sont embrassés, il y a eu des applaudissements. Pas des applaudissements joyeux, ni émouvants. Le genre d'applaudissements que l'on entend quand quelqu'un termine un diaporama, sur ses vacances dans l'Utah. Gênant. Obligatoire. Et très, très silencieux. 3 jours s'étaient écoulés. Ce n'est pas long. Mais c'était suffisant pour que le silence devienne assourdissant.
Suffisant pour que les factures commencent à atterrir dans les boîtes mail. Suffisant pour que tout le monde fasse comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il faille payer l'addition. Je n'avais rien dit. Ni à mes parents, ni à Colin, pas même à Ruth, qui m'avait juste envoyé un texto pour demander « On ne paie vraiment rien ?» J'avais répondu « Exact ». Le renouvellement des vœux n'avait pas été prépayé. Juste en partie. Mes parents avaient insisté pour faire les choses en grand, cette fois. Ce qui impliquait un mur de coupe de champagne, un violoniste déambulant, et une organisatrice de mariage qui utilisait l'expression composition florale de caractère, au premier degré. Nous étions censés payer un tiers, chacun. Moi, Ruth et Colin. Maintenant, le calcul avait changé, et Colin était sur le point de s'en apercevoir. Le message vocal est arrivé à 7h42. Je n'avais même pas encore pris mon café. Moira, c'est quoi cette blague? Tu penses sérieusement que tu vas te défiler pour l'addition? On a passé un accord familial. Tu ne peux pas piquer une crise, te barrer de la fête de maman et papa, et me laisser me débrouiller avec ces foutues factures. Il a fait une pause, avant d'ajouter, grandis un peu. Je l'ai écouté 2 fois, juste pour bien l'assimiler. Puis, j'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai retourné un pancake. Evelyne voulait des pancakes, ce matin-là. Elle logeait toujours chez nous. Son vol retour était prévu pour le lendemain. J'ai demandé un délai à mon professeur, m'avait-elle expliqué plus tôt. Je lui ai dit que j'avais besoin d'être en famille. Il a répondu, ça a l'air important. Et ça l'était. En milieu d'après-midi, la panique s'est présentée en personne. Mes parents ont frappé à ma porte, comme s'ils vendaient des boîtes Tupperware. Ma mère tenait quelque chose à la main. Peut-être un dossier, peut-être une offrande de paix. Mon père avait l'air tendu, mais s'était habillé pour préserver sa dignité. Il portait toujours une veste de tailleur, quand il voulait paraître raisonnable. Graham a proposé d'aller ouvrir. Je lui ai fait signe que non. C'était à moi de gérer. J'ai ouvert. Nous avons pensé passer pour une petite discussion, a dit ma mère, d'une voix mielleuse, juste pour dissiper les malentendus. Mon père a hoché la tête. Surtout avec Evelyne. Nous pensons qu'elle a peut-être mal compris. Oh, je parie que oui. Ils ont demandé s'ils pouvaient lui parler seul. Je l'ai appelée pour qu'elle descende. Elle est apparue, calme, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Elle m'a regardé. Seulement si tu en as envie, ai-je précisé. Elle a fait un signe de tête. D'accord. Je me suis retiré dans la cuisine, tout en restant à proximité. Pas pour écouter aux portes, juste pour la protéger. Ils ont commencé doucement. Comme toujours. Nous ne voulions pas te blesser. C'était juste une journée très agitée. Nous t'aimons, bien sûr que oui. Evelyne a répondu, vous avez dit que je ne faisais pas partie de la famille. Ma mère a poussé un hoquet indigné. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Evelyne a répliqué, vous avez dit, nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Je m'en souviens parfaitement. Mon père a pris le relais. Ce que nous voulions dire, c'est que c'était réservé à la famille proche. Evelyne n'a pas scié. J'ai fait 5 heures de vol. J'ai acheté une robe. Et vous ne m'avez même pas laissé entrer dans le bâtiment. Ma mère a soupiré. Ma chérie, ce n'est pas juste. Evelyne l'a regardé dans les yeux. Ce que vous avez fait non plus. Il y a eu un blanc. Un long silence. Et puis, elle a lâché le coup de grâce. Je ne suis pas en colère. C'est juste terminé. C'était tout. Bizarrement, je me suis senti incroyablement fier, en l'entendant dire ça. 5 minutes plus tard, la porte s'est refermée derrière eux. Ce soir-là, Evelyne s'est assise à côté de moi sur le canapé, et m'a dit, je ne veux plus faire d'efforts, pour des gens qui n'en font pas en retour. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop impressionné par sa force. Moi aussi, je tombais dans le panneau, avant, lui ai-je avoué. Pas toi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Dès le lendemain matin, la campagne de dénigrement avait commencé. Tante Lise a appelé Ruth, ta mère dit que tu as ruiné l'anniversaire, pour un stupide malentendu. Oncle Greg m'a envoyé un message, je prends des nouvelles. Tout va bien? Ce qui, pour lui, équivalait à une déclaration émotionnelle enflammée.
Colin racontait à qui voulait l'entendre, qu'il se retrouvait coincé à payer tout l'événement, parce que ses sœurs étaient déséquilibrées. Et puis, Ruth m'a envoyé un SMS, ils ont changé leur testament. Colin est désormais le seul héritier. J'ai répondu, qu'il en profite. Je ne compte pas acheter ma place, auprès de personnes qui n'ont jamais voulu de moi. Et je le pensais vraiment. Pas d'adieu dramatique. Pas d'ultime confrontation. Juste de la distance. Du silence. Des limites qui ne bougeront plus. Qu'ils inventent leur propre version de l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé. Et nous ne ferons pas marche arrière. Quelques années ont passé. Nous n'avons toujours aucun contact. Ni avec mes parents. Ni avec Colin. Cela n'a jamais changé. Evelyne a obtenu son diplôme, le printemps dernier. Elle est revenue vivre en ville, a un travail qu'elle adore, des amis qui ressemblent davantage à une famille, et un minuscule studio qui, d'une manière ou d'une autre, est quand même plus beau que le mien au même âge. Elle ne parle jamais de ses grands-parents. Et honnêtement, je ne crois pas qu'elle pense encore à eux. Il y a quelques mois, Colin a débarqué chez nous, à l'improviste. Graham lui a ouvert. Je suis restée assise. Colin avait l'air fatigué. Et pas seulement physiquement. Il nous a demandé si nous comptions recommencer à aider financièrement papa et maman. Apparemment, la résidence pour retraités, le club de voyage, les meubles importés. Rien de tout cela n'était donné. Et depuis que nous avions coupé les ponts, il payait la facture tout seul. De son plein gré, évidemment. Parce qu'il lui avait tout promis, la maison, les comptes en banque, l'héritage. Seulement voilà, il n'y avait rien à hériter. Il s'avérait qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, depuis des décennies. Leur valeur nette? Négative. La maison? Hypothéquée jusqu'au cou. L'héritage? Un mirage, dissimulé derrière des rideaux en velours et une cave à vin. Il lui avait menti, à lui aussi. Il est reparti furieux, après une dispute à laquelle je n'ai pas assisté, et sur laquelle je n'ai pas l'intention de poser de questions. Aux dernières nouvelles, il a coupé les ponts avec eux, lui aussi. C'est ironique, au fond. Ils ont rejeté Evelyne parce qu'elle ne faisait pas partie de la famille, et ils se sont retrouvés sans aucune famille du tout. Mais moi, dans tout ça? Je vais bien. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi ma dignité. Et je referai exactement le même choix. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin? Ou juste assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.